messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, le Premier ministre participe au sommet du G107 du groupe 77 et la Chine, à Cuba. Et enfin, dans l'actualité internationale, les espoirs de retrouver des survivants s'amusent en Libye. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre direction Cuba, où le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a entamé sa dernière visite officielle à Cuba par sa participation au sommet du groupe 77 plus la Chine, dont les travaux ont débuté hier et se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Le président de la République de Cuba, M. Miguel Díaz-Canel, a accueilli les délégations de 67 pays participants à ce sommet et a prononcé un discours inaugural dans lequel il a évoqué la nécessité de promouvoir le partenariat Sud-Sud et les voies et moyens de renforcer davantage les relations de coopération entre les pays du Sud global qui composent ce groupe. Le thème retenu pour cette rencontre concernait la science, la technologie, l'innovation comme moteur de développement durable. À noter aussi la présence de ce sommet du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, qui a fait un discours historique sur l'état actuel du monde dans lequel il a rappelé les pays membres du groupe 77 plus la Chine à continuer à lutter pour un monde plus juste et plus inclusif pour tous. Il les a décrits comme étant des champions du multilatéralisme et a insisté sur la transition inéluctable vers un monde multipolaire. Tous les chefs d'État et de gouvernement qui participent à ce sommet ont prononcé des discours sur les thématiques insistant sur les efforts déployés par leurs pays respectifs pour investir dans la recherche scientifique et technologique afin de réduire progressivement l'écart entre le Nord et le Sud. Eh bien, dans son discours lors du sommet du groupe 77 plus la Chine, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a remercié le président cubain de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, de même qu'à sa délégation depuis l'arrivée à La Havane. Il a abordé les défis du développement durable, les rôles de la science, de la technologie et de l'innovation. Plus loin, le Premier ministre a présenté ses condoléances au Maroc après avoir été frappé par le séisme le plus puissant de son histoire, et la Libye qui a été touchée par la tempête Daniel et a provoqué des violentes inondations. Écoutons-le. À son Excellence le Président Miguel Díaz-Canel, président de la République et du peuple cubain, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui m'ont été réservés, ainsi que ma délégation depuis notre arrivée dans ce beau pays que j'ai eu le privilège de venir en visite officielle 3 jours avant ce sommet. Je tiens à vous remercier aussi de m'avoir invité à ce sommet du groupe 77 et de la Chine sous présidence cubaine, axé sur la science et la technologie et l'innovation. Je tiens aussi à présenter mes condoléances au peuple du Maroc et de la Libye à cause des calamités naturelles qui ont frappé ces deux pays. Je tiens également à saluer vos efforts inlassables pour faire progresser et promouvoir constamment les priorités et principes du groupe cette année pendant de nombreux processus de négociation au sein des Nations Unies. Ainsi, le leadership que vous avez assuré dans le renforcement de la cohésion du groupe constitue pour nous un puissant facteur de motivation pour contribuer de manière significative aux objectifs ambitieux aux intérêts communs que nous avons. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Excellences, le monde est actuellement confronté à une crise multidimensionnelle aux proportions majeures et aux conséquences dévastatrices. Les polycrises qui sont développées au cours des 2 dernières années, les failles structurelles d'un ordre économique international injuste et l'incapacité du système financier international à répondre de manière robuste aux problèmes et aux menaces auxquels nos pays font face sont autant de facteurs de préoccupation pour nous. Les inégalités entre les pays du Nord et du Sud se creusent. Nous faisons face à une situation regrettable où les années d'efforts pour atteindre les ODD est en train d'être perdues. En effet, les pays du Sud sont les plus durement touchés par les multiples défis mondiaux actuels, luttent péniblement afin de faire face à l'inflation galopante et au coût élevé des emprunts, aux obligations liées au service de la dette extérieure,
à la fragilité du système de santé et d'éducation, aux tensions et aux conflits géopolitiques, à l'insécurité alimentaire et énergétique, à la fracture numérique, ainsi qu'aux effets néfastes du changement climatique, de la dégradation de l'environnement. Ainsi, pour faire face à ces défis, la science, la technologie, l'innovation sont des outils essentiels pour accélérer le rythme et la diversification de la transformation économique et accroître la productivité et la compétitivité, à faciliter la pleine intégration des pays en développement dans l'économie mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, les progrès scientifiques et techniques sont primordiaux pour atteindre plus rapidement les objectifs de développement durable et faire face aux effets du changement climatique. Cependant, la majorité des pays du Sud n'ont pas accès aux nouvelles technologies et il faut y remédier le plus rapidement possible afin d'avoir un monde plus juste, moins inégalitaire et plus inclusif qui privilégie la solidarité et la coopération internationale, permettant en même temps la mobilisation des ressources nécessaires pour soutenir ces efforts de ces pays pour parvenir au développement. Dans ce contexte, l'unité et l'activisme du G77 et de la Chine dans les débats et forums internationaux sont essentiels pour faire avancer les aspirations légitimes de nos peuples. Dans le même temps, les discussions au sein du groupe sont importantes pour identifier les points de convergence et explorer les mécanismes et initiatives qui contribuent à la complémentarité entre les pays du Sud sur les principes et questions qui nous intéressent. Eh bien, dans un second temps, le Premier ministre a mis en exergue le fait que le progrès scientifique et technologique de ces pays du Nord n'ont pas malheureusement bénéficié aux pays du Sud, qui restent vulnérables face aux conséquences dévastatrices des crises multidimensionnelles comme le Covid-19, changement climatique, crise énergétique, inflation, entre autres. Récoutons le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre groupe devrait être plus cohérent et plus uni que jamais afin de défendre nos intérêts dans le contexte des multiples processus et négociations multiples. En cours d'une grande importance pour les G77 et de la Chine, tels que le pacte numérique mondial, le processus de révision en général du sommet du monde, sommet sur la société de l'information, le sommet sur l'EDD, le sommet sur du futur pour lequel une action concrète est nécessaire. À cet effet, la République de Djibouti est en faveur de la tenue d'une réunion des ministres de la Science, de la Technologie et de l'Innovation tous les 3 ans, ainsi que la désignation du 16 septembre comme journée de la science et de la technologie et de l'innovation du Sud. En outre, nous avons également besoin d'une meilleure promotion de coordination au sein du système des Nations Unies sur les questions liées à la science et la technologie, à l'innovation, afin que les pays en développement et les pays les moins avancés dont Djibouti fait partie puissent encourager les organisations scientifiques et les instituts de recherche pour établir les partenariats stratégiques dynamiques avec le gouvernement, les entreprises publiques et privées, les universités, les laboratoires et la société civile. Il faudra pour cela explorer tous les mécanismes initiatifs possibles pour promouvoir la résilience et la complémentarité entre les pays du Sud dans le domaine de la production et de l'innovation scientifique et technologique en tant que moteur du développement durable, notamment lors du prochain sommet Sud-Sud en Ouganda en 2024. La coopération Sud-Sud est un instrument crucial pour promouvoir cette solidarité. À cet égard, nous saluons l'initiative de développement mondial de la Chine. Il existe plusieurs exemples réussis d'une telle coopération au sens de notre groupe et nous devons les renforcer davantage. Mon pays soutient l'initiative relative à la revitalisation du consortium pour la science, la technologie et l'innovation pour le Sud. Le groupe doit également renforcer son unité, sa cohésion et sa solidarité, chacun de nos membres pour soutenir et prendre en compte les intérêts des autres membres dans un esprit de solidarité afin d'obtenir des succès majeurs comme celui obtenu lors de la COP27 qui s'est tenue à Sharm el-Cheikh et qui a abouti à la création d'un fonds de pertes et dommages. Nous en appelons à son opérationnalisation rapide et sans délai car il s'agit d'une première étape dans un processus visant à corriger l'injustice systématique envers des milliards de personnes, en particulier dans le Sud, et qui sont les moins responsables, mais qui sont les premiers en ligne de la crise climatique. Ainsi, nos
pays en voie de développement qui souffrent des impacts climatiques dévastateurs tels que les inondations, la sécheresse, ouragans et l'élévation du niveau de la mer auront désormais un espoir de soutien. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, nos pays et nos peuples sont confrontés aux défis colossaux. Nous devons changer de politique qui perpétue les inégalités et la pauvreté. Nous avons besoin d'une réponse positive de la part du Nord quant aux objectifs et aspirations légitimes du monde en développement. Nous ne parviendrons pas sans soutien mutuel, sans solidarité et sans unité que nous nous efforçons de construire un avenir meilleur pour les peuples du Sud. Je vous remercie de votre attention. Et bien ensuite, le Premier ministre a eu un entretien avec Madame Kamina Johnson-Smith, ministre jamaïcaine des Affaires étrangères. Cette dernière a fait part de la volonté du gouvernement jamaïcain d'établir des liens diplomatiques avec le gouvernement de Djibouti. Le Premier ministre se réjouit de cette volonté et a confirmé la disponibilité du gouvernement djiboutien de nouer des relations bilatérales avec la Jamaïque par le biais des rétablissements des liens diplomatiques dans les meilleurs délais possibles. Finalement, le Premier ministre a eu l'insigne honneur de prendre part à un dîner de gala offert par le président de la République de Cuba, M. Miguel Díaz-Canel, au chef d'État des délégations qui participaient à ce sommet. Et à la suite de sa participation, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a rencontré Ivan Gil Pinto, ministre des Affaires étrangères de la République du Venezuela, qui a fait part de la volonté du président vénézuélien Nicolás Maduro de revitaliser la coopération bilatérale entre Djibouti et le Venezuela, notamment dans 3 secteurs prioritaires, à savoir l'enseignement supérieur, l'énergie et le commerce. S'agissant d'une éventuelle coopération entre l'enseignement supérieur, le ministre vénézuélien a fait part de l'engagement du président Maduro d'offrir des bourses d'études au profit des étudiants djiboutiens pour poursuivre leurs études supérieures dans les établissements universitaires au Venezuela. Le Premier ministre a accueilli chaleureusement cette proposition et lui a demandé de prioriser les médecins djiboutiens hispano-phonophobes, notamment pour leur étude de spécialisation. Le ministre vénézuélien s'est dit prêt à examiner toutes suggestions qui seront faites par la partie djiboutienne et a également fait savoir sa disponibilité de rencontrer son homologue djiboutien, M. Mahmoud Ali Youssouf, en marge de sa participation au sommet de l'Assemblée générale de l'ONU pour continuer ces discussions entamées avec le Premier ministre. Eh bien, retour à Djibouti, où le ministère de la Jeunesse et de la Culture a abrité hier matin une importante rencontre sectorielle destinée à l'installation du jury du concours du Grand Prix du chef de l'État, intitulé Initiative Jeunesse. Cette rencontre, présidée par la ministre, Dr Hibo Boumin Assoué, a permis aux membres du jury de prendre connaissance des thèmes, mais aussi des différents documents relatifs à l'organisation du concours. Dans son mot d'ouverture, la ministre a réitéré l'importance que revêt la jeunesse pour le chef de l'État et le gouvernement dans son ensemble. Elle a souligné les résultats attendus et les motifs stratégiques de la thématique de l'édition 2023. Elle a remercié en avance le jury, composante essentielle de ce grand prix du chef de l'État. La nouveauté pour cette année est que les inscriptions et la soumission des dossiers se feront en ligne. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre de coopération entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse française. M. Emmanuel Baye, chargé de la coopération internationale du ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse française, a coprésidé avec Mme Claire Lacam, inspectrice de l'Éducation nationale, anglais lettres, rectorat de Poitiers, la signature de la convention entre le lycée Camille Guérin et l'école Excellence, en présence de M. Rachid Abdullah Miguel, proviseur de l'école d'Excellence, et la proviseure du lycée Camille Guérin, Mme Sabine Dubernard. Cette signature de convention a vu la participation de M. Emmanuel Baye et Mme Claire Lecam, la proviseure du lycée Camille Guérin, Mme Sabine Dubernard ont pris part à cette importante réunion concours français. Côté MENFOP, ont participé à cette réunion les proviseurs de l'école Excellence, M. Rachid Abdullah Miguel, de l'école Excellence, puis le proviseur de l'école Excellence, accompagné de ses professeurs, a été accueilli chaleureusement par la proviseure du lycée Camille Guérin, ont bénéficié d'une visite guidée du lycée, puis les proviseurs ont échangé avec la proviseure sur le fonctionnement du lycée et sur le déroulement des stages d'immersion et de formation des professeurs et des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles.
Ils seront également formés sur les contenus des programmes des différentes filières de deuxième année. Dès la première semaine d'octobre 2023, ce sera pour le tour des étudiants d'effectuer leur stage d'immersion dans les 3 lycées, à savoir le lycée partenaire qui sont le lycée Camille-Guérin de Poitiers, le lycée Henri Poincaré de Nancy et le lycée prestigieux de Louis le Grand de Paris. Ça sera un moment très bénéfique à nos étudiants, enseignants dispensés par les professeurs du lycée partenaire, mais surtout ils auront l'occasion d'échanger avec leurs camarades sur les enjeux liés au sujet des grands concours et les investissements personnels qui seront attendus pour eux réussir au grand concours de l'école. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi la ferme expérimentale du ministère de la Culture à Demirjouk est une pépinière de plantes qui a été établie en 2009. Et a planté avec succès plus de 1,5 million de plantes. Parmi celles-ci, un demi-million ont été distribuées à des parties intéressées, notamment des institutions, des écoles, de l'armée particulière. L'un des aspects les plus... La pépinière a produit une variété d'arbres, arbustes et gamines, tolérant la sécheresse, notamment les nems, les moringas, des acacias, des plantes sont non seulement résistants à la sécheresse, mais elle offre également un certain nombre d'autres avantages, tels que de la nourriture, du fourrage pour le bétail et aide à créer de l'ombre. En plus de ces avantages économiques, la pépinière joue également un rôle dans la protection de l'environnement en plantant des arbres et des arbustes. La ferme aide à réduire l'érosion des sols et à améliorer la qualité de l'air. Pédoclimatique. Parmi ces espèces, nous avons les acacias, le téphétia, la balanites et le sénat. Et si nous classifions ces espèces en familles, nous avons 2 types de familles, c'est-à-dire de plantes qui vont servir d'ombrage et ornemental. Et l'autre type de plantes, ça va servir pour les agro-pastoraux, c'est-à-dire à fourrager. Ce sont des plantes à fourrager qu'ils utilisent les agro-pastoraux. Toujours dans le cadre des activités estivales du ministère de la Jeunesse et de la Culture, le CDC d'Ali Sabia a abrité mercredi dernier la cérémonie de clôture de la formation sur l'entrepreneuriat des jeunes avec la remise des attestations couronnant cet apprentissage qui a débuté le 2 août dernier. L'événement s'est déroulé en présence du député de la région, Hassan Omar Absi, ainsi que d'autres personnalités de la ville de Aska. Plus de 30 jeunes filles et garçons ont bénéficié de cette formation dispensée par le formateur Yaroub Ahmed Awale qui a été outillé des différents modules de montage des projets tels que la personnalité de l'entrepreneur, le profil de l'entrepreneur, le calcul de son marché, le business model canvas, l'efficacité et la durabilité. Cette formation de montage de projets est organisée par le CDC d'Ali Sabié en collaboration avec l'association des jeunes leaders de la préfecture d'Ali Sabié. Rappelons que c'est dans le but d'initier les jeunes à rédiger d'eux-mêmes leurs projets avant de se projeter dans le monde actif de l'entrepreneuriat, la vie associative ou commerciale et ainsi renforcer les capacités des jeunes en leadership économique. Leurs récipiendaires ont reçu des mains des personnalités et officiels présents sur place les attestations. On reste toujours dans le sud, surtout à Ali Sabié où des fortes pluies ont largement arrosé hier la ville Assejouk. Ces pluies ont d'un seul coup balayé la chaleur intense et étouffante habituelle de ce mois de septembre de la saison chaude. Au chef-lieu de la ville d'Ali Sabié, les Assejouk ont vu la chaleur caniculaire fortement diminuer. Les autorités de la région ne déplorent rien d'alarmant. L'air et l'atmosphère sont devenus doux grâce aux précipitations régulières. La ville est plongée dans un temps de saison fraîche. Les écoulements d'eau dans les oueds et dans les ruelles des quartiers ont redonné la terre à un aspect propre, donc vierge. Eh bien, direction le nord, où suite aux fortes pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers temps dans la région de Tadjoura, particulièrement dans la localité et sous-préfecture de Randa, qui ont favorisé l'arrivée des oueds, emportant sur leur passage tout. Les débris ont causé décombrements, pouvant causer par conséquent des accidents. Ces derniers, qui étaient devenus un calvaire pour les usagers, ont gêné la circulation des trafics des camions entrant et sortant des voitures des usagers. Vu l'état d'urgence sur la route numéro 11, par la suite, le préfet Mohamed Abbas s'est rendu dans le chantier plutôt pour voir la progression des travaux. Il fut accueilli par le responsable du DPCR. Après inspection et évaluation, l'équipe technique du DPCR, responsable du corridor, M. Ismaël Hamad, en collaboration avec le préfet de Tadjoura, a réagi rapidement en mobilisant
un chargeur d'une entreprise locale de Tadjoura. Le responsable Ismaël effectivement procédé aux travaux de nettoyage de toutes les radiers de PK3 à P29 afin de débloquer la situation. Eh bien, le préfet de Tadjoura, M. Mohamed Abbas, a félicité le DPCR pour qu'il ne puisse ménager aucun effort pour rétablir l'état plutôt de la route à la normale afin de permettre aux usagers de rouler confortablement tout au long du corridor et assurer également la sécurité des biens et des personnes. Écoutons-le. C'est une intempérie qui a provoqué, accompagnée d'une pluie diluvienne, qui a provoqué beaucoup de débris sur les radiers de la route. Le DPCR a procédé au nivellement de plusieurs sites. C'est-à-dire, depuis ce matin, ils sont en train de niveler toutes les radiers qui ont été provoquées lors de crues de l'Oued. On demande à ce que le DPCR puisse procéder le plus tôt possible à tout moment que la route pose des problèmes. Les difficultés liées aux intempéries provoquent énormément le dérèglement de la route suite aux oueds. Les véhicules issus de marchandises et d'autres véhicules légers ont du mal à circuler lors de ces événements. On reste toujours au nord, mais on change de région, direction Hayou, où l'association sportive d'Obok a tenu ce vendredi l'assemblée générale annuelle du FC Obok Hayou dans la salle délogée du conseil régional d'Obok. L'événement tout d'abord débuté par une présentation brève du bilan par les membres du comité exécutif. L'événement a été marqué par une rétrospective de l'année écoulée ainsi que des discussions passionnantes sur les perspectives et les projets futurs de l'équipe. L'assemblée a également vu la réélection unanime du président sortant de Togas qui a renouvelé quant à lui sa confiance à son bureau exécutif. Le point culminant de l'Assemblée a été l'élection du président d'Ato Gaz dont le mandat arrivait à son terme, qui a été réélu à l'unanimité par les résidents d'Obok. Un témoignage de confiance et du respect qu'il a gagné au fil des années en tant que leader sportif de la région. La séance était présidée par l'élu local chargé de la commission du sport du conseil régional d'Obok, en l'occurrence M. Ali Hassan. Le président d'Atogas a exprimé sa gratitude envers les membres de l'association et les habitants d'Obok pour leur soutien continu au FC Obok. Il a souligné l'importance du football en tant que force unificatrice dans la communauté et a évoqué les réalisations notables de l'équipe au cours de l'année précédente. Pour terminer son allocution, le président n'a pas manqué à l'occasion d'adresser en son nom et au nom de toute la population obokoise ses vifs et sincères remerciements à l'endroit de tous les sponsors partenaires qui ont participé à l'émergence du FC Obok durant ces 2 dernières années. Sport pour clore l'actualité nationale, l'habit ne fait pas le moine. Le requin bleu d'Artar Solar 7 s'impose sur la pelouse contre la prestigieuse équipe de football égyptienne Zamalek. Eh bien, Zamalek, avec un score de 2-0 dans le deuxième tour du préliminaire de la Coupe de Confédération CAF en Tanzanie. Le requin bleu n'ont pas perdu un seul match depuis le début du préliminaire de la Coupe des Confédérations africaines. Ce match aller qui a eu lieu à l'Azam Stadium s'inscrit dans le cadre de la deuxième tour des préliminaires de la Coupe de la Confédération CAF et donne à notre équipe l'avantage dans la course pour la qualification. Il a rappelé que Arta Solar 7 a battu dans la première tour ces compétitions l'équipe Horset de la Somalie avec un score de 3-0. Le match aller et retour. Le patron de l'équipe Arta Solar 7 a beaucoup investi l'équipe en achetant des joueurs de renommée mondiale pour tirer en haut le drapeau de la République du Djibouti.
enfin, dans l'actualité nationale, un camion citerne éthiopien de marque Iveco Tracker transportant une digne quantité importante de carburant venant de la capitale s'est dirigé vers l'Éthiopie. Circulé est arrivé sur PK51 et suite aux mauvaises manœuvres de conduite, le camion citerne s'est renversé sur la route numéro 1 et a bloqué totalement les deux sens de circulation sur la route nationale numéro 1. Aussitôt, les gendarmes de la brigade routière de Ouéa, qui sont en service de patrouille routine sur la route numéro 1, sont informés de ces faits et se sont rapidement transportés sur le lieu pour en assurer la protection des biens des camions citernes de la sécurité du périmètre. La régulation est pratiquement mise en œuvre en déviant les trafics sur une piste de déviation. Faisant l'état de l'accident, la remorque s'est diagonalement couchée sur la chaussée. Sa cuve a résisté au choc. Aucune fuite de carburant ne sont échappées au sol. Et bien que le risque de pollution est écarté pour le moment de l'accident, les gendarmes ont pu aider le conducteur à décrocher le remorque du camion sans difficulté en vue d'un déplacement du tracteur hors de la chaussée et de fin de dégager au moins d'une voie de circulation. Sans tarder, la grue s'est dépêchée sur le lieu, emparée avec précaution la remorque renversée, remplie de carburant, aux fins de la remettre en position initiale. En soulignant l'opération de la grue a terminé avec succès. Les voies sont entièrement dégagées à la circulation. L'accident ne fait que des dégâts matériels. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, les espoirs de retrouver des survivants dans la ville libyenne de Derna s'amenuisent 6 jours après les violentes inondations qui ont dévasté la ville et causé la mort des milliers de personnes. Selon le dernier bilan du Croissant Rouge libyen, la catastrophe a fait plus de 11 000 morts dans la ville côtière de Derna. Le déluge survenu dans la nuit de dimanche à lundi a entraîné la rupture de 2 barrages en amont, provoquant une crue fulgurante de l'ampleur d'un tsunami le long de l'oued qui traverse la cité, emportant tout sur son passage. Les flots ont laissé un paysage de désolation et une grande partie de la ville sur les 2 rives a pu être foudroyée par un puissant séisme. Des bâtiments entiers ont été emportés par les flots, d'autres sont à moitié détruits, des voitures sont fracassées contre le mur. Avant la catastrophe, la ville comptait plus de 100 000 habitants. Au moins 10 000 personnes sont portées disparues selon l'ONU, alors que le bilan exact des victimes n'est toujours pas connu. Et toujours dans l'actualité internationale, 2 cosmonautes russes et une astronaute américaine sont arrivés dans l'ISS pour prendre la relève dans un autre trio américano-russe. Le cosmonaute russe chevronné Oleg et son camarade Nikolai ainsi que l'astronaute de la NASA ont quitté comme prévu 15h44 GMT en pleine nuit le cosmodrome russe Baïkonour à bord de la fusée Soyouz MS-24. L'équipage est arrivé à l'ISS 3 heures plus tard, a annoncé l'agence spatiale russe dans un communiqué. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec une partie de nos programmes télévisés.